Chers étudiants, bonjour et bienvenue dans le cours de Management 2. Nous abordons dans cette partie le chapitre 2 qui porte sur l'école des relations humaines. Le plan de la présentation il est comme suit. Alors, en premier lieu, une introduction générale sur l'école des relations humaines. Nous présentons également les auteurs de l'école des relations humaines, les principaux auteurs. Nous abordons en détail Elton Mayo et le courant des relations humaines, Kurt Lewin et le style de leadership, Maslow et la motivation par la hiérarchie de besoins, Frédéric Herzberg et la théorie bifactorielle de motivation, McGregor et la motivation, Rincis Likert et les styles de management. Enfin, nous terminons par Black et Mouton et le système de leadership. L'école des relations humaines s'est développée dans la fin des années 30 en réaction à l'école classique de Taylor qui considérait l'homme comme une machine. Il en résulte un mouvement général de déshumanisation, de déqualification et d'aliénation des ouvriers. Ceci a eu pour conséquence un absentéisme important, une hausse du turnover au départ des ouvriers, ainsi qu'une montée en puissance des conflits sociaux entre les ouvriers et leurs chefs hiérarchiques. L'école des relations humaines est née dans les ateliers de la Western Electric à Hawthorne, Chicago, grâce à son fondateur, Elton Mayo. Elle met l'homme au centre de sa réflexion, contrairement à l'école classique qui considère l'homme comme une machine. Comme nous l'avons dit, elle met l'homme au centre de sa réflexion en lui rendant sa dignité, c'est-à-dire la dignité qui était perdue, et en donnant au travail un sens plus humain. L'école des relations humaines permet de faire ressortir l'impact des facteurs psychologiques sur la productivité des entreprises. Les principes de l'école des relations humaines reposent sur la notion de groupe, la responsabilisation de l'individu, l'intérêt donné au travail et la reconnaissance sociale des individus. Ce chapitre a pour objet de présenter les contributions des principaux auteurs au courant des relations humaines. Les principaux auteurs de l'école des relations humaines, il y a d'abord Elton Mayo qui est considéré comme étant le fondateur de l'école des relations humaines. Il est connu pour ses travaux principalement l'expérience de Hawthorne qui a donné naissance à l'école des relations humaines. Il y a Kurt Lewin qui distingue entre trois styles de leadership, le style autoritaire, laissez-faire et le style démocratique. Il démontre que le style démocratique est bien meilleur que le style autoritaire et le style laissez-faire. Deux autres auteurs qui ont travaillé sur la motivation, Maslow et Frédéric Herzberg, la motivation par les besoins. Seulement Maslow, il distingue entre, pour Maslow, il y a une hiérarchisation des besoins, donc l'entreprise doit motiver les travailleurs ou les employés par les besoins non satisfaits. Il présente les besoins sous forme d'une pyramide connue sous la pyramide de Maslow, que nous verrons en détail
par la suite. Il y a le deuxième auteur, c'est Frédéric Herzberg, qui reprend les travaux de Maslow sur les besoins, il reprend les mêmes besoins, seulement Herzberg, il dit que les besoins peuvent être regroupés, il démontre d'ailleurs à travers une étude empirique que les besoins peuvent être regroupés en deux facteurs, les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Les facteurs d'hygiène, en fait, correspondent aux besoins primaires et les facteurs moteurs de motivation correspondent aux besoins secondaires de Maslow. Les facteurs primaires doivent être, plutôt les facteurs d'hygiène doivent être présents pour éviter l'insatisfaction et l'entreprise doit agir sur les facteurs secondaires ou les facteurs pour motiver les travailleurs ou les ouvriers. Un autre auteur, l'auteur MacGregor, connu pour sa théorie XY, MacGregor distingue dans la théorie X qu'il y a deux types d'individus. Il y a les individus qui aiment le travail, qui n'aiment pas le travail d'abord, c'est la théorie X. Ces individus doivent être contrôlés, dirigés et menacés de sanctions afin qu'ils fournissent des efforts pour la réalisation des objectifs de l'organisation. Il préconise pour ce type d'individu un management autoritaire. Dans la théorie Y, les individus aiment le travail, ils sont capables de s'autodiriger, de s'autocontrôler. Donc l'entreprise doit les motiver par la responsabilisation et la participation à la gestion de l'entreprise. Pour ce genre d'individus, il préconise un management participatif. Un autre auteur, Rincis Slicker, c'est un auteur qui est mondialement connu pour ses travaux. Il s'inscrit dans la lignée de Kurt Lewin. Sur les styles de leadership, il distingue entre 4 styles de leadership: autoritaire, paternaliste, consultatif et participatif. Elle démontre que le style participatif donne des résultats bien meilleurs que les autres styles. Ensuite, un dernier ou deux derniers auteurs, un couple, Black et Mouton. Black et Mouton sont partis, ils ont croisé deux dimensions, ils s'inscrivent toujours dans la même lignée que Rincis Slicker, Kurt Lewin. Ils ont établi une typologie en croisant deux dimensions, l'intérêt porté à l'homme et l'intérêt porté aux tâches de production. Ils ont trouvé sur la grille 5 types ou 5 styles de leadership: le style laisser-faire, le style social, le style centré sur la tâche, le style intégrateur et un style intermédiaire. Donc, dans la suite, nous verrons en détail chacun de ces auteurs de l'école de relations humaines. Merci. Elton Mayo et le courant des relations humaines. Elton Mayo, né en 1880, mort en 1949, psychologue et sociologue australien, à l'origine des mouvements des relations humaines, est considéré comme l'un des fondateurs de la sociologie du travail. Il est à l'origine de ce qu'on appelle l'expérience de Hawthorne, une expérimentation qui s'est déroulée pendant 5 ans sur des ouvrières
de la compagnie Western Electric. Sa principale contribution au management se trouve dans son ouvrage The Human Problems of an Industrial Civilization, publié en 1933. Origine du mouvement des relations humaines. Ce mouvement est né dans les années 30 dans une usine de la Western Electric Company à Hawthorne, Chicago, dans un contexte caractérisé par une morosité des travailleurs, une augmentation du taux d'absentéisme et de roulement, malgré les salaires élevés des ouvriers, la productivité diminue. Elton Mayo, qui ne rejette pas complètement les principes de Taylor, mais conteste sa vision de percevoir l'homme et veut mettre en évidence les effets de la fatigue et de la monotonie sur la productivité des travailleurs. Il propose pour cela l'étude de l'impact des conditions de travail sur la productivité. En utilisant un protocole expérimental en milieu naturel, c'est-à-dire une expérimentation faite sur des ouvriers durant une période de 5 ans. Nous allons décrire l'expérience de Hawthorne. Alors, l'expérience s'est déroulée de 1927 à 1932. L'objet ou l'objectif de cette expérience était de mesurer l'influence des conditions de travail sur la productivité des ouvrières. Mayo procède à de nombreuses modifications des conditions de travail, à savoir le salaire, les pauses, les horaires, la température et l'humidité. Et on veut mesurer l'effet sur la productivité des ouvriers. Mayo, il a choisi 2 groupes, un groupe expérimental composé d'ouvrières et un groupe témoin. Il va comparer les résultats de la productivité du groupe expérimental par rapport au groupe témoin. Nous présentons ici les résultats de la première expérience de Hawthorne, effet de l'éclairage ou de la lumière. Alors, comme nous voyons ici, on est dans la situation initiale. Nous avons un éclairage normal, on va mesurer la productivité. On va augmenter l'éclairage, c'est-à-dire améliorer les conditions de travail. Il est tout à fait normal que la productivité augmente. Mais ce qui est surprenant, on a même diminué l'éclairage, mais la productivité continue d'augmenter. Retour à la situation initiale, la productivité continue d'augmenter. C'est là le paradoxe. En principe, l'amélioration des conditions de travail va entraîner une amélioration de la productivité. Mais ce qui est surprenant ici, c'est que la productivité continue d'augmenter même si on dégrade les conditions de travail.
Nous allons voir l'effet pour les autres variables. Poursuite des expériences de Elton Mayo. Maintenant, on va prendre les autres paramètres ou les autres facteurs. Mayo poursuit ses expériences pendant 5 ans en mesurant les autres facteurs ou l'impact des autres facteurs sur la productivité des groupes d'ouvrières, en améliorant d'abord leur salaire, en introduisant une pause, en diminuant la semaine de travail. Il constate que dans tous les cas, la productivité des employés augmente. Même pour les autres facteurs, l'amélioration entraîne une augmentation de la productivité, ce qui est normal. Mais ce qui est surprenant, c'est que le retour aux conditions initiales, même si on retourne aux conditions initiales, la productivité continue d'augmenter. Donc on retrouve exactement le même paradoxe. De manière générale, l'amélioration des conditions de travail va entraîner une augmentation de la productivité et le retour aux conditions initiales ou la dégradation des conditions initiales, la productivité continue d'augmenter, même légèrement. Alors il faut trouver une explication. Elton Mayo conclut que ce sont moins les variations des conditions de travail, mais que c'est le sentiment d'être considéré par la direction qui a contribué à l'augmentation de la productivité. Le fait de s'intéresser aux ouvrières a permis de les considérer, a permis l'augmentation de leur productivité. C'est le sentiment d'être considéré, qui a permis ou qui a contribué à l'augmentation de la productivité. Et là, c'est un constat très très important. En conclusion, les ouvriers travaillent mieux lorsqu'on s'occupe d'eux. La considération contribue à leur satisfaction. Le fait de s'intéresser aux ouvriers ou aux travailleurs, ils vont travailler davantage. Deuxième point qui est très important également, c'est le fait de collaborer dans le cadre d'un groupe. L'individu va travailler davantage s'il est dans un groupe cohérent. Le travail est une activité de groupe et l'individu tend à vouloir collaborer avec ses collègues. Les individus ont naturellement besoin d'appartenir à un groupe. Ici, nous présentons une comparaison entre Taylor, de l'école classique, et Mayo, comme le fondateur de l'école des relations humaines. Taylor, fondateur de l'école classique, Mayo, fondateur. Donc, si Taylor a inventé ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail, Taylor, elle est le fondateur, le père fondateur de l'école des relations humaines, grâce à l'expérience de Hawthorne. Taylor dit qu'il faut motiver l'ouvrier par le salaire, en augmentant le salaire. Pour Elton Mayo, la motivation, elle est surtout d'ordre psychologique, l'intéressement.
fait de s'intéresser à l'individu contribue déjà à augmenter sa performance, la productivité. Taylor s'est basé sur la science, les mesures des gestes, le temps, le chronométrage de temps. Mayo travaille sur les conditions, l'amélioration des conditions du travail. Taylor, la division du travail. Le taylorisme, il est basé sur la division horizontale et verticale du travail. Mayo travaille beaucoup plus sur la dimension psychologique. Taylor, la sanction disciplinaire. Là, il faut passer par un management participatif, écouter les ouvriers et s'intéresser. Là, il dit qu'il y a une seule chemin de faire, c'est ce qu'on appelle one best way, faire les choses. Là, tout ça se discute grâce à la communication. Tous les problèmes peuvent être résolus par la communication. Kurt Lewin. Kurt Lewin, né en Allemagne en 1890 et mort en 1947, docteur en philosophie, il effectue des recherches en psychologie à l'université de Berlin avant d'immigrer aux États-Unis, où il devient professeur à l'université de Stanford, Californie. Il s'est intéressé à de nombreux thèmes de recherche, notamment la dynamique de groupe, le problème de leadership et la personnalité des individus. Son approche se caractérise par une méthode d'investigation scientifique basée essentiellement sur une expérimentation précise et contrôlée. En 1935, il publie un ouvrage de référence, A Dynamic Theory of Personality. L'œuvre de Kurt Lewin est encore aujourd'hui considérée comme fondamentale et reste une référence pour les théoriciens du management. Kurt Lewin et les styles de leadership. Dans le domaine du management, Lewin s'est intéressé en particulier au style de leadership et notamment l'influence d'un style donné sur le fonctionnement et l'efficacité du groupe. Il a identifié pour cela 3 types de leadership à partir d'indicateurs qu'il définit, à savoir la prise de décision, le système de contrôle, l'implication dans l'équipe de travail et la structuration des activités. Les 3 styles de leadership sont le style autoritaire, le style démocratique et le style laisser-faire. Dans la suite, nous présenterons en détail chacun de ces styles. Le style autoritaire. Le leader donne des ordres et reste très éloigné de ses subordonnés. Vous avez là la communication qui se fait dans un seul sens. Les subordonnés ne font qu'exécuter, ils n'ont pas le droit de discuter. Le leader démocratique. Ici, le leader participe à la vie du groupe. Les décisions sont prises conjointement après une discussion avec les membres du groupe. Vous avez là la communication qui se fait dans les 2 sens. Enfin, le style laisser-faire. Ici, il s'agit là d'un style un peu particulier. Le leader
qui est en général un super technicien, il est beaucoup plus centré sur la tâche. Il laisse toute la marge aux subordonnés de s'autogérer. Vous avez ici la communication qui se fait dans un seul sens. En conclusion, à la suite d'une série d'expérimentations qu'il a pu mener sur des groupes d'enfants d'âge compris entre 10 et 11 ans, Kurt Lewin conclut que le style de leadership démocratique est bien meilleur qu'un style autoritaire ou un style type laisser-faire. Maslow et la motivation par la hiérarchie des besoins. Graham Maslow, né en 1908, mort en 1970, un célèbre psychologue américain considéré comme le père de l'approche humaniste et surtout connu pour ses travaux sur la motivation par la hiérarchie des besoins, souvent représentée par une pyramide des besoins connue sous le nom de pyramide de Maslow. La théorie des besoins de Maslow. Ici, les besoins sont représentés sous forme d'une pyramide en 6 classes. Nous avons 2 types de besoins, les besoins primaires, par exemple les besoins physiologiques et les besoins de sécurité, et 3 autres besoins considérés comme besoins secondaires, les besoins d'appartenance, d'estime et de réalisation. L'individu doit d'abord, selon cette théorie, l'individu doit d'abord accomplir les besoins physiologiques, le besoin de se nourrir, de se loger, de se soigner, de se vêtir. Ensuite, les besoins de sécurité, sécurité de l'emploi, sécurité à la maison, etc. Le besoin, il passera donc après au besoin d'appartenance. Être accepté, s'identifier à un groupe, un syndicat, une équipe, une association. Le besoin d'estime, être reconnu et considéré, valorisé par les autres pour son travail, être président d'une association, être directeur ou chef de division. Et enfin, le besoin de se réaliser, la réalisation de projets de vie, des défis. Par exemple, pour un étudiant, le fait de décrocher un doctorat, etc., ça représente un défi. Alors, selon cette théorie, un besoin non satisfait reste une source de motivation. Donc, l'entreprise doit d'abord identifier les besoins non satisfaits et motivés par ces besoins. Voilà. Cette théorie présente quand même quelques limites que nous verrons dans la diapo suivante. Les limites de la théorie de Maslow. En fait, cette théorie ne peut pas être généralisée à toutes les situations. Certains individus vont choisir de passer des besoins physiologiques vers le besoin d'estime, d'autres des besoins physiologiques vers le besoin de se réaliser, etc. Donc, elle n'est pas applicable dans tous les cas. Elle dépend, la hiérarchisation des besoins dépend des individus en fonction de leur mode de vie, de leur culture et de leur niveau social, etc. Elle dépend également du contexte. Voilà, donc l'entreprise ne peut pas toujours utiliser cette pyramide pour motiver ses employés.
En plus de ça, cette théorie n'est pas soutenue par un argument scientifique ou une donnée scientifique. Frédéric Herzberg et la théorie bifactorielle de motivation. Né en 1923, mort en 2000, psychologue américain et professeur de management, il a développé la théorie des deux facteurs de motivation en s'intéressant à la santé mentale des travailleurs. Il est connu comme étant le père de l'enrichissement des tâches, une approche visant à améliorer la créativité et le bonheur de l'être humain au milieu du travail. Les principaux ouvrages de l'auteur, Motivation at Work, 1959, Work and the Nature of Man, 1966. Herzberg va compléter les travaux de Maslow, mais nie l'idée d'une hiérarchie des besoins. Il constate que les différents besoins peuvent être actifs simultanément, mais agissent différemment. La théorie bifactorielle de Herzberg. Pour repérer les facteurs de satisfaction et d'insatisfaction, Frédéric Herzberg a mené une enquête auprès de 200 salariés dans le milieu du travail. Il va leur demander, à l'aide d'un questionnaire, de relater les événements concrets pour lesquels ils se sont exceptionnellement sentis insatisfaits ou satisfaits. C'est ce qu'on appelle la méthode des incidents critiques. Tout simplement, c'est un questionnaire sur lequel il y a deux questions. Qu'est-ce qui vous rend exceptionnellement satisfait? Et qu'est-ce qui vous rend exceptionnellement insatisfait? Les ouvriers ou les employés vont citer les différentes sources de satisfaction et d'insatisfaction. Après, Herzberg les a regroupés en deux catégories, les facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation que nous présentons dans ce tableau. Les facteurs d'hygiène, tout simplement, ils trouvent qu'il y a les conditions de travail, le salaire, la sécurité, relations avec les collègues, etc. Donc tout ça, ce sont les facteurs, s'ils ne sont pas observés, s'ils sont absents, ils vont provoquer une insatisfaction profonde. Comme on le voit ici, ce sont des sources de démotivation et d'insatisfaction des employés. Ils vont entraîner un mécontentement profond. Par contre, s'ils sont observés, c'est basique, c'est normal. Donc ce sont des facteurs très importants. C'est la première condition. C'est une condition nécessaire. Le deuxième facteur sont les facteurs de motivation. Parmi, il y a l'accomplissement, la reconnaissance, la responsabilisation, la responsabilité, etc. L'avancement, le développement. Ce sont les facteurs de motivation. Ces facteurs provoquent la satisfaction. Donc, pour motiver les employés, l'entreprise doit jouer sur ces facteurs. En conclusion, pour motiver les employés, les facteurs d'insatisfaction doivent être absents. Première condition. Deuxième condition, on va jouer sur ces facteurs. Sur l'un des facteurs, comme le dit Herzberg, pour motiver les gens, il propose de leur donner un travail qui leur permette de se réaliser, qui offre la possibilité de faire une expérience enrichissante et qui comporte une certaine autonomie et des responsabilités. Voilà.
Comparaison entre les deux théories de motivation, la théorie de Frédéric Herzberg et la théorie de Maslow sur la hiérarchisation des besoins. Nous représentons ici les deux modèles de Herzberg, les deux facteurs de Herzberg et les besoins de la théorie des besoins de Maslow. La théorie des besoins de Maslow est représentée ici, les besoins sont représentés sous forme d'une pyramide hiérarchisée de la base au sommet. Hein. Il y a deux catégories de besoins selon Maslow, les besoins primaires et les besoins secondaires. La motivation chez Maslow est la motivation par le besoin non satisfait. Un besoin non satisfait reste toujours une source de motivation et il faut suivre cette hiérarchie de la base au sommet. C'est-à-dire l'individu doit d'abord accomplir les besoins physiologiques pour passer aux besoins de sécurité, les besoins d'appartenance, besoins d'estime et le besoin de s'accomplir, enfin. Chez Herzberg, on retrouve les mêmes besoins qui sont actifs simultanément, mais ils agissent de manière différente. Herzberg a pu regrouper les besoins en deux catégories qu'ils appellent facteurs d'hygiène et les facteurs de motivation. Les facteurs d'hygiène correspondent exactement aux facteurs primaires chez Maslow, alors que les facteurs de motivation ou les besoins de motivation correspondent aux besoins secondaires. La théorie de Herzberg stipule que pour motiver le travailleur, on doit d'abord observer la présence des facteurs, des besoins primaires, c'est-à-dire les facteurs d'hygiène, les éléments du facteur d'hygiène, de ces besoins, doivent être observés. Leur absence va provoquer une insatisfaction profonde. S'ils sont observés, c'est tout à fait normal. Alors que les facteurs de motivation jouent dans le sens contraire, donc ils vont provoquer une satisfaction, plus grande satisfaction s'ils sont observés. Ce sont en fait les facteurs de motivation. Donc pour motiver les employés, on doit d'abord observer, éliminer les sources d'insatisfaction et provoquer la satisfaction par les besoins, par les facteurs de motivation, tout simplement. Donc, en conclusion, les facteurs de motivation sont les facteurs secondaires et les facteurs d'hygiène sont les facteurs primaires. Frédéric Herzberg et la double motivation. Frédéric Herzberg va proposer deux méthodes d'organisation du travail sous un double objectif, éviter les mécontentements et provoquer la satisfaction. Éviter le mécontentement en éliminant toutes les sources d'insatisfaction doivent d'abord être identifiées, ensuite éliminées. Par exemple, il faut vérifier les conditions de travail, est-ce qu'elles sont bonnes, s'assurer qu'il y a un système de rémunération motivant. Ensuite, on doit jouer sur la satisfaction en provoquant la satisfaction par l'élargissement et l'enrichissement des tâches. Qu'est-ce que ça veut dire élargissement des tâches? Tout simplement, il s'agit de regrouper des tâches sur un même poste de travail qui autrefois étaient faites entre plusieurs opérateurs. La deuxième chose est l'enrichissement des tâches, restructurer les tâches de telle manière à responsabiliser les opérateurs, les rendre responsables. Voilà.
En conclusion, donc chez Frédéric Herzberg, la nouvelle équation de la motivation, c'est l'absence d'insatisfaction plus la satisfaction. Donc, pour motiver les gens, il faut d'abord qu'il y ait la condition nécessaire, éliminer toutes les sources d'insatisfaction, comme on l'a dit déjà, et provoquer la satisfaction. Il a cité deux méthodes, l'enrichissement et l'élargissement des tâches, tout simplement. MacGregor et la motivation. MacGregor, né en 1906, mort en 1964, il a commencé sa carrière dans de nombreuses entreprises, notamment comme directeur d'une firme de distribution de 1926 à 1930. En 1935, il obtient son doctorat en psychologie et devient en 1937 professeur de management à la Sloan School of Management du MIT. Il a élaboré dans les années 60 une véritable théorie de management basée sur deux conceptions de l'homme au travail, la théorie X et la théorie Y que nous présenterons dans les prochaines diapos. Les constats de départ de MacGregor. En examinant les représentations des chefs d'entreprise, il a identifié deux sortes de styles de management qui résultent des convictions de leurs dirigeants. 1. La plupart des êtres humains sont supposés paresseux, ils n'aiment pas le travail, mais ils sont contraints. C'est la théorie X. 2. Les individus, en réalité, ils ont un besoin psychologique qui les pousse au travail. Ils désirent s'accomplir personnellement et progresser dans l'exercice de leurs fonctions. C'est la théorie Y. Donc, on va présenter dans les prochaines diapos la théorie X et la théorie Y. Les principes de la théorie X, l'homme n'aime pas le travail et éprouve une aversion innée et fera tout pour l'éviter. Ces individus doivent être contrôlés, dirigés et menacés de sanctions afin qu'ils fournissent des efforts pour l'atteinte des objectifs de l'organisation. Le management le plus adapté dans ce cas, c'est le management autoritaire, qui est souvent mal supporté par les salariés. La théorie Y, cette théorie affirme le point de vue inverse de la théorie X. En effet, l'homme est capable de s'autodiriger, de s'autocontrôler. Il cherche l'épanouissement dans le travail, les responsabilités et la participation à la gestion de l'entreprise. Le management le plus adapté dans ce cas, c'est le management participatif. En conclusion, la théorie X traduit une image négative. L'individu est paresseux, il n'aime pas le travail. Ce qui est important pour lui, c'est le salaire. Il en résulte un management autoritaire, avec des procédures de contrôle très strictes. La théorie X suppose donc que les besoins physiologiques et de sécurité dominent l'individu. La théorie Y, contraire, l'individu recherche l'épanouissement, les responsabilités et la participation à la gestion de l'entreprise. Il en résulte un management participatif. La théorie Y soutient au contraire que l'individu est sensible
aux besoins d'appartenance et d'estime. Quelle relation entre MacGregor et Maslow? Nous avons ici la pyramide de Maslow avec les besoins primaires, les besoins secondaires, les besoins physiologiques et de sécurité, les besoins d'estime et d'appartenance et les besoins de se réaliser. Donc, selon la théorie X, l'individu est dominé par les besoins primaires. Ce qui est important pour lui, par exemple, c'est le salaire. Alors que selon la théorie Y, l'individu est sensible aux besoins secondaires, à savoir les besoins d'appartenance, d'estime et le besoin de se réaliser. Donc nous avons ici la correspondance entre les deux théories. Rensis Licker et les styles de management. Rensis Licker, né en 1903, mort en 1981, c'est un psychologue américain ayant obtenu un doctorat en psychologie à l'Université de Columbia. C'est un auteur très connu, notamment pour ses apports à la psychométrie, principalement les travaux sur les échelles de mesure des attitudes. Dans le champ du management, il est considéré comme le successeur de Lewin, de Kurt Lewin et de Mayo. Il est également très réputé pour ses travaux sur les styles de direction. Ses principaux ouvrages, nous citons principalement le gouvernement participatif de l'entreprise en 1974. Rensis Licker et les styles de management. Rensis Licker s'est consacré surtout à l'étude des rapports entre les chefs et les subordonnés. En fait, il a cherché à comprendre dans quelle mesure la nature de relation entre le supérieur et subordonné peut conduire à des résultats très différents dans un contexte organisationnel identique, bien évidemment. Il valide ces hypothèses en utilisant une méthode expérimentale à l'aide d'enquêtes et de tests. Le point de départ, c'était l'observation suivante. En fait, il constate que les managers qui avaient de bons résultats avaient des comportements tout à fait différents par rapport aux managers qui avaient des résultats médiocres. Ceux qui avaient de bons résultats, en fait, cherchaient à motiver leurs subordonnés en recourant notamment à leurs valeurs personnelles, alors que ceux qui avaient des résultats très médiocres utilisaient des techniques de motivation très classiques. Comme nous l'avons déjà dit, Rensis Licker s'est toujours appuyé sur des observations, des enquêtes et des tests dans ses recherches ou dans la validation de ses hypothèses. Il a développé une typologie de mode de gouvernement des entreprises en s'appuyant sur 51 caractéristiques des organisations, à savoir le style de direction, le processus de communication, le style de prise de décision, le processus de contrôle, etc. Il distingue en fait 4 types de styles de management qu'il a présenté dans son livre Le gouvernement participatif à partir de 2 dimensions, l'orientation vers la tâche. Ici, la préoccupation principale des leaders est de réaliser les objectifs quantitatifs de l'organisation aux dépens
de relations humaines. Et l'orientation vers les relations humaines, ici c'est tout à fait le contraire. On va réaliser où le leader accorde plus d'importance aux relations humaines qu'à la performance de l'entreprise. Francis Licker et les styles de direction, comme nous l'avons déjà dit, Francis Licker a établi 4 styles de direction sur la base de l'étude qu'il a réalisée. Ces styles sont présentés ici sous forme d'un tableau. Le style autoritaire, le style paternaliste, le style consultatif et le style participatif. On les a présentés sous forme d'un tableau en utilisant 3 critères: le niveau de confiance accordé, la méthode de motivation utilisée et le degré de participation à la prise de décision. C'est-à-dire le degré de participation à la prise de décision par les salariés. Donc, dans le premier colonne, le style autoritaire, le niveau de confiance, il n'y a aucune confiance ni de l'un ni des autres, c'est-à-dire ni des salariés ou des managers, ni du manager, ni de ses employés ou de ses subordonnés. Les méthodes de motivation sont plutôt basées sur la crainte et les menaces, alors que la participation, il n'y a aucune participation, la prise de décision, elle est faite, elle est prise de manière autoritaire. Dans le deuxième cas, le style paternaliste, il y a quand même une certaine confiance des salariés envers le manager. Le système de motivation, il est utilisé, il est basé sur les récompenses et les sanctions, alors que la décision est prise de manière autoritaire, même s'il y a des suggestions. Le style consultatif, c'est un style, il y a un début de confiance qui s'installe du manager envers ses salariés. Le système de motivation, c'est toujours les récompenses et les sanctions, alors que la prise de décision, il est basé sur la consultation, mais c'est toujours lui qui prend la décision, même si les employés ou les subordonnés sont consultés. Nous arrivons au quatrième style, le style participatif. Il y a une confiance mutuelle, c'est-à-dire des employés envers le manager et du manager vers les employés, contrairement au deuxième cas et au troisième cas. Dans le deuxième cas, il y a une confiance du bas vers le haut. Ici, des confiances du haut vers le bas. Ici, une confiance dans les deux sens. Alors, si on revient sur les méthodes de motivation utilisées dans le cas participatif, donc ce sont le système de motivation est basé sur l'implication à la prise de décision et donc la décision elle est prise de manière conjointe entre le manager et ses subordonnés. Francis Licker établit que la supériorité du style participatif, parce qu'il permet la satisfaction des travailleurs et on atteint quand même des résultats économiques satisfaisants. Black et Mouton et le système de leadership, ces deux auteurs, un couple, le mari et sa femme, Black, né en 1918, mort en 2004, professeur de psychologie à l'université d'Austin, Texas, et auteur américain. Sa femme, Jane Mouton, mathématicienne, née en 1930, mort en 1987. Elle a développé une grille managériale permettant d'analyser
les deux dimensions du management et du leadership de proximité. Nous présenterons ci-après la grille Black et Mouton. Dans la suite des travaux de Likert et de Lewin, plusieurs auteurs ont tenté de dresser une typologie des styles de management. Parmi les plus célèbres, on peut citer Black et Mouton, qui se sont basés sur deux dimensions, la dimension relative à l'homme, l'intérêt porté aux hommes et l'intérêt porté aux tâches de production. Donc il est clair qu'un bon manager doit prendre à part égale de l'intérêt aux hommes, à la motivation des hommes, et de l'intérêt, bien sûr, aux tâches de production. Black et Mouton ont établi une typologie de 5 styles de management en se basant sur une grille, cette grille même qui est construite sur la base de deux critères, l'intérêt porté à la production et l'intérêt porté pour l'homme. Cette grille est mesurée à l'aide d'une échelle, de deux échelles, 1 à 9 sur l'axe des X et 1 à 9 sur l'axe des Y. Il en résulte donc 5 styles de management, le style laisser-faire, le style social, le style centré sur la tâche, le style intégrateur et le style intermédiaire. Si nous prenons le premier style, quelles sont les caractéristiques? 1.1, le minimum est fait pour la production et le minimum est fait pour la prise en compte des attentes des employés. L'organisation survit. Le deuxième style, c'est le style social. Ici, tout l'intérêt est centré sur la satisfaction des besoins des individus. L'ambiance est conviviale, le rythme de travail est confortable, mais les tâches de production sont ignorées. 1. Vous avez le code 1. Pour le style centré sur la tâche, le manager porte beaucoup plus ou s'intéresse beaucoup plus à la production, il oublie la dimension humaine. Il ne porte que peu d'attention aux attentes des individus. Nous avons le code 9.1. Le style intégrateur. Vous avez ici donc beaucoup d'attention pour la production et beaucoup d'attention pour les hommes. Les individus se sont engagés, ils sont responsabilisés et l'intérêt au travail permet un très bon suivi des tâches de production. Nous avons le code 9.9. Le style intermédiaire, c'est 5.5, c'est le juste milieu. Ici, l'entreprise obtient des résultats corrects en établissant un équilibre entre les nécessités opérationnelles de la production et les nécessités ou les aspirations des employés. Il y a un juste équilibre entre les deux. Et voilà. Merci de votre attention.